Tokyo est une ville qui n'aurait jamais dû exister. Construite sur une faille sismique, elle est depuis toujours victime de violents séismes et de typhons. Et pourtant, avec plus de 37 millions d'habitants, c'est la ville la plus vaste et la plus peuplée au monde. Dynamique et moderne, ces millions d'habitants vivent pourtant sous une menace permanente, celle des tremblements de terre. Il se pourrait très bien que le prochain arrive maintenant, par exemple. Un danger invisible, personne ne sait quand ni où il frappera. Si Tokyo est touché, c'est tout le Japon qui coule. Tenace et courageuse, la capitale nippone a su s'adapter à ce danger. Elle a mis son génie au service des constructions parasismiques les plus performantes au monde. Nous devons être plus rapides que les séismes pour trouver des solutions et les combattre. C'est une course entre nous et les séismes. Depuis la création de la ville, ces infatigables bâtisseurs refusent la fatalité. Dès le 7e siècle, ils ont mis au point des techniques incroyables pour préserver leurs bâtiments et leurs habitants. On construit des étages très souples qui vont pouvoir bouger. Ainsi, malgré un sol qui tremble régulièrement, Tokyo est devenue l'une des capitales les plus puissantes au monde. Pendant les séismes, ces gratte-ciel oscillent mais ne s'effondrent pas. Comment une telle prouesse a-t-elle été possible? On avait des bâtiments souples qui, plutôt que de résister, c'est l'histoire du chêne et du roseau. Le chêne, non, le roseau, oui. Sur cette île, sujette aux catastrophes naturelles, Tokyo doit également faire face aux typhons et aux pluies diluviennes. Pour sauver leur ville, les ingénieurs ont inventé un dispositif unique. Nous avons des pompes qui peuvent évacuer 200 mètres cubes d'eau, soit chaque seconde l'équivalent d'une piscine de 25 mètres. Pour autant, l'ingéniosité japonaise est-elle prête à faire face à la catastrophe de grande ampleur qui se profile? Un énorme séisme, appelé le Big One, et qui se produit environ tous les 100 ans. Il y a plus de 70% de chances que d'ici 30 ans, nous soyons touchés par un énorme séisme. Comment les hommes ont-ils réussi à construire la ville la plus moderne du monde sur une terre en perpétuel mouvement? Quel nouveau danger menace Tokyo? Comment la ville se prépare-t-elle au pire? Saura-t-elle résister une fois de plus à la colère de la terre? Voyage au pays du soleil levant. Chronique d'une mégapole face aux catastrophes. La capitale japonaise ne ressemble à aucune autre ville au monde. Située sur l'île principale de l'archipel japonais, l'agglomération de Tokyo s'étend sur 50 km. Littéralement, Tokyo signifie « capitale de l'Est ». C'est la ville la plus peuplée au monde. La capitale japonaise constitue l'hypercentre d'une mégalopole qui s'étend sur 1200 km. Plus de 180 millions de personnes, soit 80% de la population japonaise, vivent sur cette bande de terre coincée entre mer et montagne. La ville de Tokyo est un miracle, né de la volonté de ses habitants qui ont toujours su se relever et progresser après chaque catastrophe. Car vivre à Tokyo, c'est apprendre à cohabiter avec les dangers des éléments naturels. Pour nous, Japonais, cela fait partie de notre culture. D'une certaine façon, nous sommes habitués aux cataclysmes. Chaque année, à travers le monde, il y a plus d'1 million de tremblements de terre, dont 100 000 ressentis par la population. Au Japon, une dizaine de séismes importants ont lieu chaque année. Une légende prétend que la grande île repose sur un poisson qui se débat de temps en temps. Cette haute fréquence sismique s'explique car l'archipel nippon se situe à la frontière de 4 grandes plaques tectoniques, Pacifique, nord-américaine, eurasienne et philippine.
On sait qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, ou c'est plutôt une épée qui vient d'en dessous, pas d'au-dessus. Tout le monde sait que ça peut arriver, mais on fait avec. Au large de Tokyo, la plaque pacifique se déplace de 8 cm par an vers l'ouest. Ce phénomène, appelé subduction, se traduit par les séismes les plus violents qui soient. Les plaques entrent en collision, provoquant une tension qui augmente. Et un jour, ces frottements finissent par libérer une force qui génère une grande vibration. Des scènes comme celle-ci, les Tokyoïtes en vivent régulièrement. Et ça n'est pas près de changer, au contraire. Car dans la région de Tokyo, le nombre de séismes est de plus en plus important. Et ils peuvent être d'une grande intensité. L'intensité permet de mesurer précisément comment dans chaque région, chaque endroit a été secoué. Au Japon, l'intensité de la secousse se mesure grâce à l'échelle de Shindo. Elle décrit le degré de tremblement d'un point donné à la surface de la Terre. Plus le niveau est élevé, plus les dégâts sont importants. Au niveau 4 de l'échelle de Shindo, les gens sont effrayés. La plupart des personnes qui dorment se réveillent. Au niveau 5, les habitants ont du mal à se déplacer. Beaucoup de murs non renforcés s'effondrent. Au niveau 6, les tuiles et les vitres de certains bâtiments se brisent et tombent. Au niveau 7, les murs s'effondrent. L'archipel subit 20% des plus violents séismes de la Terre. La ville de Tokyo est construite dans une plaine, une zone particulièrement vulnérable car elle repose sur un sol saturé en eau et d'une faible densité. Vous voyez sur cette carte, plus c'est rouge, plus les secousses vont être grandes. Les zones bleues correspondent aux espaces qui ne seront pas trop secoués. C'est ironique, mais les terres où il est facile de construire et de vivre, et les terres susceptibles d'être secouées, sont les mêmes. Malgré tout, c'est ici que les Japonais ont décidé d'ériger leur capitale, car le terrain est vaste et plat. Il offre également un accès à la mer. En fait, les Japonais n'auraient pas pu trouver pire endroit pour bâtir cette ville. Et pourtant... Jadis appelé Edo, Tokyo est à l'origine un petit village de pêcheurs qui, au fil des siècles, va prendre de l'importance. La majorité de ses habitants vit dans des maisons traditionnelles japonaises construites en bois et peu chères. À chaque tremblement de terre, ces petits bâtiments et leurs lourds toits de chaume s'effondrent. Les Tokyoïtes les reconstruisent inlassablement en attendant le séisme suivant. Pour autant, à Tokyo, le génie des bâtisseurs est sollicité depuis toujours. Pas question que les édifices importants comme les palais ou les temples s'effondrent à chaque secousse. Les temples bouddhistes du Japon comptent parmi les plus vieilles constructions en bois du monde. Elles ont la particularité d'être construites de façon à offrir une étonnante résistance aux fréquents séismes qui secouent le pays. Avec les pagodes, dès le 7e siècle, les bâtisseurs cherchent à construire toujours plus haut et toujours plus solide. Pour cela, ils mettent au point une technique d'une grande ingéniosité. Les grands temples, les grands sanctuaires en bois ne sont pas fondés. Très peu de fondations. Souvent, les bâtiments sont posés, des gros poteaux parfois énormes, sont posés sur des grosses pierres ou sont à peine enfoncés dans le sol. Ça, c'est globalement toute la structure depuis 1500 ans au Japon. Le pilier central de la pagode n'est rattaché qu'au dernier niveau. Il est indépendant des niveaux inférieurs. Grâce au pilier central, toute distorsion due à un tremblement de terre est répartie uniformément sur les 5 niveaux, évitant ainsi que le choc ne se concentre en un endroit et ne provoque une rupture. On avait des bâtiments souples qui, plutôt que de résister, c'est l'histoire du chêne et du roseau. Le chêne, non, le roseau, oui. Le bâtiment bouge avec, comme voilà, bouge avec et encaisse la secousse. Sur ce type de bâtiment, il n'y a jamais eu de cas d'effondrement. On peut affirmer que ce système est efficace.
Des constructions solides, mais capables de se déformer, c'est le principe qui, une fois de plus, va être utilisé dans la construction du château d'Edo au XVe siècle. Pour protéger le palais, les bâtisseurs érigent des douves et des murs d'enceinte sur plus de 6 km. Composé de blocs de granit pesant plusieurs tonnes et emboîté comme un puzzle, le mur résiste admirablement aux fréquentes secousses. Lorsque le séisme s'arrête, les blocs retrouvent leur place initiale. Face au tremblement de terre, ces joyaux de l'architecture tokyoïte ont fait la preuve de leur solidité. En revanche, l'organisation traditionnelle de la ville, avec ses petites rues et ses maisons en bois, va s'avérer inadaptée. Et Tokyo va en payer le prix fort. Aujourd'hui, Tokyo est une cité ultra-moderne et sa gigantesque forêt de gratte-ciel en est le symbole. Alors, difficile d'imaginer qu'au cours du XXe siècle, la capitale japonaise a subi 2 catastrophes majeures qui l'ont réduite à néant. 1er septembre 1923, 11h58. La terre tremble, c'est le séisme du Kanto. 10 000 personnes meurent sur le coup, ensevelies sous les bâtiments. Mais le plus grave reste à venir. Dans ces quartiers aux maisons de bois, près de 200 incendies se déclenchent simultanément à de multiples endroits. La faute aux milliers de petits braseros allumés pour le repas de midi. C'est essentiellement un énorme incendie qui a rasé une partie de la ville et qui donc a brûlé les gens qui étaient donc rendus immobiles parce qu'ils étaient coincés dans leurs ruines, ou des gens qui se sont réfugiés sur les rivières et qui ont été brûlés, qui ont été cuits. Le sort s'acharne. Un tsunami venu de l'océan vient porter le coup de grâce et balayer la plaine. Le feu et les inondations ravagent des quartiers entiers. Le bilan est terrible, plus de 200 000 victimes. 2 millions de personnes se retrouvent sans abri. Le bilan matériel est considérable, plus de 700 000 habitations détruites. L'urbanisation traditionnelle de Tokyo, désordonnée avec ses constructions légères en bois et ses petites rues étroites, est considérée comme responsable de ces milliers de morts. Presque 2 tiers de la ville est à reconstruire. Et il s'est avéré que les quelques bâtiments en béton armé de l'époque étaient restés debout. Le gouvernement japonais engage donc une vaste campagne de reconstruction des bâtiments en béton afin d'éviter l'effondrement et la propagation du feu lors d'un prochain séisme. Mais 22 ans plus tard, Tokyo est à nouveau détruite. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, 335 bombardiers américains déversent plus de 1700 tonnes de bombes sur Tokyo. C'est l'un des raids aériens les plus meurtriers de tous les temps. Il cause la mort de plus de 100 000 personnes. 1 tiers de la ville est anéanti. Le Japon va mettre une dizaine d'années avant de remettre la machine industrielle, économique en place, à arriver à reconstruire ses villes, parce que Tokyo n'est pas la seule ville détruite. Hiroshima et Nagasaki en sont 2 autres. Et donc la population de Tokyo va recommencer à grandir dans les années 50. Sans discontinuer. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait que croître. Les Japonais n'ont pas d'autre alternative que de reconstruire leur capitale, aussi vite et bon marché que possible. La ville s'équipe. Autoroutes urbaines, souterrains, vastes ensembles immobiliers. Cette bétonisation à outrance n'est pas sans risque, elle va même avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de la ville. Comme le béton est étanche, il empêche l'absorption de l'eau par les sols. Résultat, les égouts sont saturés. L'eau envahit les rues, provoquant ainsi de nouvelles catastrophes. Il faut savoir que de nombreuses rivières traversent Tokyo et sa région, et certaines zones de la capitale sont même construites sous le niveau de la mer. Sans compter que l'archipel est régulièrement frappé par des pluies diluviennes et des typhons. Le typhon est un cyclone d'origine tropicale, un des phénomènes atmosphériques les plus puissants. Les rafales de vent peuvent être destructrices.
Les pluies sont souvent torrentielles et provoquent inondations, éboulis ou glissements de terrain. La saison des typhons a lieu principalement de l'été à l'automne. En moyenne, chaque année, 26 typhons se forment au nord-ouest de l'océan Pacifique et plus d'une dizaine s'approchent du Japon. Le typhon implique déjà par essence de fortes pluies. Mais au Japon, 2 fois par an, vous avez la saison des pluies. Alors si les pluies du typhon et celles de la saison des pluies se combinent, cela provoque de très fortes précipitations qui engendrent des coulées de boue ou font déborder les fleuves et les rivières, provoquant ainsi d'importants dommages. Mais il existe aussi des précipitations concentrées dites guérilla. Ce sont des pluies torrentielles. À cause de ces brusques précipitations, le niveau des eaux augmente rapidement et inonde la région. Pour pallier cette menace, la ville s'est équipée du plus grand système anti-inondation du monde. Situé à une trentaine de kilomètres au nord de Tokyo, dans la ville de Saitama, il vise à contrôler et réguler le niveau des rivières. Sous les pieds de ces retraités japonais se cache un ouvrage pharaonique capable de limiter les ravages causés par les flots. Soutenu par le gouvernement, le projet a coûté plus de 2 milliards de dollars. Cette installation a pour but de réguler les flux d'eau pour éviter les problèmes d'inondation. On a donc construit ici ce système pour évacuer l'excédent d'eau. Ce dispositif est composé de tunnels souterrains, de fosses verticales contenant des bassins d'ajustement de pression et enfin d'évacuation d'eau qui permet de rejeter l'eau rapidement en amont vers le fleuve Edo. 5 réservoirs de 65 mètres de profondeur et 32 mètres de diamètre ont été construits ici. Ils sont reliés par un tunnel s'étendant sur plus de 6 km. Lors des crues, le surplus de 5 rivières est capté et stocké avant d'être rejeté dans cet immense réservoir. Le voici. Ses dimensions sont impressionnantes. 177 mètres de long, 78 mètres de large et 18 mètres de haut. La structure est soutenue par 59 piliers. Véritable cathédrale souterraine, elle permet de stocker l'eau pour empêcher qu'elle n'envahisse la ville. Nos pompes peuvent évacuer 50 mètres cubes d'eau, soit 50 tonnes par seconde. Nous en avons 4. Donc au final, nous pouvons évacuer 200 tonnes d'eau par seconde. Ce système anti-inondation permet de vider l'équivalent d'une piscine de 25 mètres de long en 1 seconde. L'eau est ensuite rejetée dans la rivière Edo. Régulièrement, les pluies torrentielles et les typhons déferlent sur Tokyo. Les pompes tournent alors à plein régime et expulsent des millions de mètres cubes d'eau. Le dispositif a fait ses preuves. À chaque fois, Tokyo a été sauvé des eaux. Mais la courageuse cité reste vulnérable à la menace numéro 1, les tremblements de terre. Aujourd'hui, Tokyo est la ville des superlatifs. Au fil du temps, en conjuguant tradition et modernité, la cité a construit sa puissance et s'est forgé une image résolument moderne. On trouve à Tokyo une grande variété de styles architecturaux. Enchevêtrement d'infrastructures ferroviaires, routières, souterrains, gratte-ciel, l'opulence est partout. Vibrante d'énergie, Tokyo, c'est aussi un paysage urbain en mutation permanente. Ici, les bâtisseurs ont une obsession, assurer la pérennité des bâtiments en respectant les normes parasismiques du Japon, les plus drastiques au monde. Le symbole de la ville et de ce savoir-faire, c'est la Tokyo Skytree, une tour de radiodiffusion futuriste haute de 634 mètres.
La Tokyo Skytree est dessinée puis érigée sur le même modèle que les pagodes du 7e siècle. C'est une structure souple dotée d'un pilier central qui, lors d'un séisme, se déforme au gré des secousses. Un mouvement qui n'impacte pas les différents niveaux de l'édifice, qui reste autonome. La Skytree s'en inspire. Le cœur de la poutre est très solide. C'est en son centre que se trouve l'ascenseur. Les étages, où les gens peuvent se déplacer, sont des barres de métal relativement molles. Les différents niveaux bougent indépendamment. Cela sert d'amortisseur, contre le vent ou les secousses. La Skytree respecte à la lettre le principe essentiel des constructions parasismiques, se balancer pour éviter de se briser. Mais un tel système ne s'adapte pas à toutes les structures. À Tokyo, à chaque type de construction, son système parasismique. Pour les constructions plus basses, comme les ensembles d'habitations, c'est dans le sous-sol que vient se nicher l'ingéniosité japonaise. Il s'agit d'intégrer sous le bâtiment des sortes de gros coussins en caoutchouc appelés appuis parasismiques. En séparant le sol et l'immeuble, ils permettent d'absorber les chocs des tremblements de terre. Efficace et simple à fabriquer, ce dispositif s'est généralisé dans la ville. Pourtant, il est loin d'apporter une solution suffisante à la mégapole. Car à cause de la pression foncière, les Tokyoïdes se doivent de construire des buildings de plus en plus hauts. Mais lors d'un séisme, la hauteur d'un bâtiment est déterminante. Il existe des bâtiments de toute taille. Cela va de bâtiments bas jusqu'au gratte-ciel. Lors d'un séisme, ce qui est très variable, c'est la période d'oscillation, c'est-à-dire le temps que met le bâtiment à aller de gauche à droite, puis revenir à gauche. Plus le bâtiment est bas, plus ce temps est court. Plus le bâtiment est haut, plus ce temps est long. Lorsque le bâtiment oscille, c'est comme une canne à pêche que vous secouez. C'est en haut de la canne à pêche que les mouvements sont les plus importants. Quelles techniques les constructeurs ont-ils dû inventer pour construire toujours plus haut sur une terre qui tremble ? Ériger un gratte-ciel dans une zone sismique, c'est tout un art. Le complexe immobilier Mori en est l'illustration parfaite. Du haut de ses 238 mètres de béton, d'acier et de verre, la tour Mori domine le quartier de Roppongi. 53 étages, 6 sous-sols. Ces mensurations donnent le tournis. Mais la bête est d'une remarquable souplesse en cas de séisme. Et c'est dans ces étages que se cachent ses secrets. Nous sommes au 52e étage, où se trouve le dispositif de réduction de secousses, aussi appelé amortisseur à huile. Dans un format plus compact, ces types d'amortisseurs sont également utilisés dans les voitures ou les trains à grande vitesse pour limiter les secousses. Lors d'un séisme, les étages se déforment en se déplaçant. Au cours de ces mouvements, les barres métalliques vont bouger latéralement. Et c'est ici, grâce aux amortisseurs à huile, que l'on va absorber cette déformation. Cette vanne va bouger à droite et à gauche. Et la résistance de l'huile va ralentir le mouvement et absorber l'énergie du séisme. C'est la viscosité de l'huile hydraulique enfermée dans ces sortes de gros pistons qui absorbe les ondes. De chaque côté de l'amortisseur, un élément en acier spécial absorbe les efforts horizontaux et dissipe l'énergie. Dans la tour Mori, il y a 356 amortisseurs de ce genre, répartis sur l'ensemble des étages. Polyvalent, ce système permet d'absorber les petites et les grandes secousses.
Ce bâtiment est le premier à avoir incorporé des amortisseurs. À l'époque, ce sont les plus grands. Ils pèsent 200 tonnes. Sur cette simulation, à droite, une structure classique sans dispositif parasismique. À gauche, la tour Mori équipée d'un système parasismique. Pour l'immeuble lambda, on constate que la période d'oscillation, c'est-à-dire le mouvement du bâtiment de gauche à droite, est beaucoup plus grande. Le bâtiment Mori, lui, bouge moins et surtout se stabilise plus vite, réduisant donc la pression sur les fondations de la tour. L'ensemble du complexe est surveillé depuis le centre de contrôle situé au sous-sol de la tour. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des yeux scrutent le bâtiment et contrôlent ses oscillations. Ce bâtiment est équipé de 5 accéléromètres. Nous analysons les données qui permettent de contrôler les secousses et les déformations de chaque étage. Cela nous permet de prendre des décisions efficaces après un séisme, en déterminant les endroits précis où nous devons commencer les vérifications. Aujourd'hui, la majorité des grands complexes et des bâtiments stratégiques de Tokyo sont équipés de capteurs capables d'analyser, d'enregistrer et de communiquer l'état de ses murs, de ses planchers et de ses fondations. Le complexe Mori regroupe des bureaux mais également des logements. Et pour satisfaire ses habitants, ils ont dû relever un nouveau défi. Installer un immense jardin sur le toit d'un des bâtiments. Un poids colossal qui ne doit pas porter préjudice à la solidité de l'édifice. Leur idée ? Détourner le dispositif des appuis parasismiques. Les gros coussins de caoutchouc se retrouvent cette fois-ci à soutenir un jardin. Au-dessus de cette couche de béton, vous avez 80 cm de terre qui permettent d'avoir un véritable jardin. Il y a ici une quarantaine d'isolateurs en caoutchouc, capables de supporter les 3650 tonnes du jardin. Ils ont la particularité d'être fixes dans le sens vertical et amovibles dans le sens horizontal. Nous mesurons les mouvements avec des outils modernes, mais pour compléter nos mesures, nous disposons aussi d'un système primitif, une simple aiguille qui indique les secousses. Les rayures sur cette plaque témoignent des mouvements du jardin et de l'instabilité du sol tokyoïte. En utilisant ce principe de dissipation d'énergie, architectes et ingénieurs font preuve de toujours plus d'inventivité. Par exemple, au lieu d'être un handicap, un poids placé au-dessus d'un immeuble peut devenir un atout pour contrer les effets des tremblements de terre. C'est le principe du pendule. On ajoute au sommet du bâtiment une masse de plusieurs tonnes. Comme un pendule, cette masse s'oppose au mouvement de la structure et dissipe l'énergie, stabilisant la tour. Lorsque le bâtiment va bouger, grâce à l'inertie, le poids placé en haut va absorber le mouvement et cela limite les déplacements du reste du bâtiment. En mettant un poids au sommet, quand ça bouge de ce côté, ça va retenir dans ce sens et pareil dans l'autre sens. Cela limite aussi l'accélération. C'est une méthode parasismique efficace. Ce type d'amortisseur s'avère être très performant et peut atténuer les oscillations du bâtiment de 30 à 40%. Il vise à se généraliser dans les nouvelles constructions. Mais qu'en est-il des anciennes ? Car si Tokyo construit beaucoup de bâtiments neufs, il lui faut aujourd'hui se préoccuper d'adapter les bâtiments plus anciens aux nouvelles normes parasismiques. Dans le quartier de Shinjuku, qui a vu naître les premiers gratte-ciel de Tokyo, le défi technique consiste à augmenter la résistance des bâtiments existants sans toucher à la structure. Une solution existe. Il s'agit d'intégrer au building des entretoises, ces éléments d'acier en forme de croix. Au niveau du mur, on rajoute des structures croisées. Ainsi, lorsque le bâtiment bouge, ces structures s'allongent et se compriment pour absorber de l'énergie. Le bâtiment va certes bouger, mais de manière limitée. Sans résistance, le bâtiment se déformerait. Alors qu'avec ce système, les secousses vont ralentir rapidement. C'est plus rassurant pour les occupants et ça limite les dommages sur le bâtiment. Durant les 30 dernières années, Tokyo a déployé des trésors d'inventivité pour se préparer au tremblement de terre. Mais jusqu'à la fin des années 2000, il était impossible de savoir précisément comment ces constructions réagiraient en cas de fort séisme. Malheureusement, un événement dramatique va se produire
et mettre les bâtiments et ses occupants à rude épreuve. « 11 mars 2011, 14h46. La Terre tremble une fois de plus à Tokyo. J'étais devant mon bureau et mes étudiants étaient assis à côté, devant leurs ordinateurs. Ça a commencé à bouger. Par hasard, un étudiant avait une caméra à portée de main. Il a commencé à filmer. Une secousse encore plus forte vient de se produire à 380 km de là, au large des côtes nord-est du pays. Au début, il y a eu un impact et la construction s'est mise à trembler. J'ai su qu'on avait affaire à un séisme très puissant. Je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. Baptisé séisme de Tohoku, du nom de la province la plus proche de l'épicentre, ce tremblement de terre est le plus important que le Japon ait jamais connu. Les gratte-ciels de la capitale japonaise vacillent pendant de longues minutes et parfois sur une amplitude d'1 mètre. Dans les sous-sols de la tour Mori, ce 11 mars 2011, les opérateurs observent en temps réel les mouvements du building. Au millimètre près, le curseur rouge reproduit les oscillations du bâtiment. De l'avant vers l'arrière, de gauche à droite, la tour Mori ne bouge que de 32,7 cm. Dans cette tour, au dernier étage, vous avez un restaurant. Eh bien, grâce aux amortisseurs, pas une seule bouteille de vin ne s'est renversée. Architectes, ingénieurs et employés sont témoins du bon fonctionnement des systèmes parasismiques qui équipent la tour Mori. Mais dans le nord du pays, la situation s'aggrave encore. Au large du Pacifique, les secousses provoquent le mouvement d'un grand volume d'eau. Une série d'ondes de très grande période se propage déclenchant un tsunami. Cette vague d'environ 15 mètres dévaste la province de Fukushima. Le bilan est terrible. Plus de 18 000 personnes perdent la vie. Ce tsunami d'une force exceptionnelle entraîne la pire catastrophe nucléaire de tous les temps, l'explosion de la centrale de Fukushima. Plus au sud, Tokyo a réussi une nouvelle fois à surmonter cette épreuve. La capitale nippone est définitivement la ville au monde la mieux préparée au tremblement de terre. Mais si ces bâtiments ont résisté, ses habitants en revanche se retrouvent désorientés. Ce qui s'est passé à Tokyo, c'est que tous les systèmes, les infrastructures ont été arrêtées. Il n'y a plus de transport. Entre 10 et 15 heures, tout a été bloqué. Il y a une ville de 40 millions de gens, la plus grande ville de la planète, qui a été arrêtée. Transport, électricité, moyens de communication, la ville est paralysée. Pas question que cette situation se reproduise, car un danger plus grand menace Tokyo. Un méga séisme bien plus dévastateur que les précédents est attendu. On l'appelle le Big One. Regardez ce livre. Le cataclysme de Tokyo arrivera demain. Le méga séisme de Tokyo va forcément se produire. Tout le monde le dit, ça va se réaliser. Il y a plus de 70% de chances que d'ici 30 ans, nous soyons touchés par un énorme séisme. Si l'épicentre du prochain tremblement de terre touche Tokyo, c'est-à-dire il touche un tiers des Japonais, il y a un tiers des gens qui habitent ici. Il tire un tiers de la population générale du Japon. Il touche tous les sièges des grandes entreprises. Si Tokyo est touché, c'est tout le Japon qui coule. Lors du fameux Big One, selon les prévisions, entre 1 et 2 millions de Tokyoïdes se retrouveraient à la rue. Aujourd'hui, pour s'y préparer, les autorités élaborent d'importants plans de prévention. Elles ont décidé d'orienter leurs efforts vers l'observation et la détection des séismes. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour alerter les citoyens le plus rapidement possible.
Lorsqu'un séisme a lieu au large de l'océan, nos détecteurs perçoivent les ondes de cette secousse. Tout un réseau sous-marin d'observation existe au large de l'archipel. Il permet de déterminer le foyer et la puissance du séisme. En permanence, un enregistreur fixé au fond de la mer surveille les changements de pression. Une liaison acoustique transmet ensuite les données à la bouée amarrée à la surface de l'eau. Pour être traitées, les données sont relayées vers un satellite qui donne l'alerte. Et ces informations seront envoyées aux fournisseurs de téléphonie et à tous les organes médiatiques comme la NHK. Les habitants sont donc prévenus du séisme grâce à la télévision ou leur téléphone. Nous prévenons les gens en amont. En cas d'alerte, ils doivent se mettre à l'abri. L'alerte est donnée. Tout l'enjeu à présent est que l'évacuation se passe dans le calme et selon les règles établies. En envisageant qu'il y ait 2 millions d'habitants à la rue, nous simulons leur évacuation. Nous disposons d'une modélisation de la ville très précise qui va être analysée par un programme complexe. Cette étude chiffrée va permettre d'évaluer les zones à risque et les endroits où la circulation des habitants va être bloquée. Nous pouvons effectuer ces calculs sur toute la ville de Tokyo. À partir de ces données, dans chaque quartier de Tokyo, des bâtiments ont été désignés pour accueillir la population en cas de catastrophe. Ces constructions résistantes au séisme s'appellent des tours-refuges. Dans le quartier de Roppongi, la tour Mori est l'un de ces lieux d'accueil d'urgence. Si vous habitez ou vivez dans un bâtiment résistant au tremblement de terre, la consigne est de rester sur place. Mais les touristes, les personnes qui font leur shopping ou les gens qui vivent autour vont pouvoir venir ici. Car c'est un bâtiment sécurisé qui peut servir de refuge selon un accord passé avec le quartier. Des réserves importantes de nourriture, d'eau, de couettes, de matelas et de kits de secours sont stockées dans le sous-sol de la tour. Nous avons des réserves pour 5000 réfugiés. Il y a suffisamment de stocks d'eau, de nourriture et de produits de première nécessité pour tenir 3 jours. Impressionnant, mais pourtant insuffisant. Car 1 700 000 personnes se retrouveraient sans abri par manque de structures d'accueil. Tokyo travaille donc à les multiplier. Plus grave encore, en cas de Big One, tout un quartier résidentiel de Tokyo, situé au nord-est, se retrouverait en grand danger. Cette zone, appelée la banane, est composée essentiellement de maisons en bois de type traditionnel. Pour ces anciennes maisons en bois, leur résistance au séisme étant limitée, cela nous inquiète. Lors du séisme de Kanto, ce genre de quartier en bois a pris feu. Les conséquences furent désastreuses. Malheureusement, il est possible que ce genre de tragédie se reproduise. Comme les rues sont étroites, les pompiers auraient du mal à intervenir. Un programme vise à inifuger au maximum les habitations de cette zone. Certaines ruelles devront être élargies pour faciliter l'accès aux pompiers et aux ambulances. Mais les propriétaires restent attachés à leur maison, à leur quartier, tel qu'il est. C'est très difficile d'établir de nouvelles constructions à Tokyo. Vous voyez, les ensembles de vieilles constructions, en soi, il suffirait de les démolir et de construire des gratte-ciel à la place. Mais comme des gens y habitent, si une seule personne s'y oppose, on est bloqué. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans les habitations basses qu'ils ont toujours connues. Et donc c'est très difficile de faire changer les choses rapidement. Si le Big One survenait dans la région de Tokyo, la facture serait de 700 milliards d'euros. La projection fait frémir les autorités.
Désormais, elle tente de trouver de nouvelles solutions pour protéger la ville et donc minimiser l'impact économique. Aujourd'hui, on nous demande de construire des bâtiments qui ne seront pas endommagés lors de grands séismes et qui ne nécessiteront pas d'être évacués. Il faut donc faire avancer la recherche et le développement pour répondre aux attentes des gens. Et c'est pour cela que nous effectuons de nombreuses expériences. Pour obtenir des bâtiments encore plus solides, le nerf de la guerre, c'est les matériaux de construction. Et c'est dans ce domaine qu'une petite révolution est en train de s'opérer. Récemment, une société française a développé un matériau innovant qui répond aux exigences parasismiques. C'est ici, à l'Institut national de recherche sur le bâtiment, que l'on teste ses performances. Le béton traditionnel se compose de sable, de gravier, de ciment et d'eau. Le nouveau béton, lui, est composé d'une poudre, équivalente au ciment, et d'un liant, permettant le mélange des fibres de fer, de très fines fibres de fer. Grâce à une impressionnante machinerie, des pièces grandeur nature peuvent être testées. Ici, un bloc constituant les fondations d'un immeuble. Un vérin situé sur le haut du dispositif vient appliquer un poids équivalent à celui du building sur le bloc. De chaque côté, 2 autres vérins simulent une secousse horizontale. À l'arrière, des centaines de capteurs enregistrent les pressions que subit le béton. À droite, la partie recouverte de béton fibré est très peu endommagée. À gauche, la partie non renforcée se casse. Ce nouveau matériau va permettre de rénover les bâtiments existants en leur apportant une plus grande souplesse et une meilleure qualité pour résister dans le temps. Il suscite déjà l'intérêt des constructeurs. Aujourd'hui, le marché de la rénovation est plus important que le marché de la reconstruction. Et je pense que cette tendance va s'accélérer. Avant, notre démarche était de reconstruire tous les 30-50 ans. Mais de nos jours, on pense à long terme et à l'environnement. C'est la tendance. À l'avenir, la capitale japonaise entend bien garder sa place de cité influente et d'acteur économique mondial majeur. Mais comme la plupart des villes industrialisées, c'est à présent la pollution et le réchauffement climatique qui la mettent en péril. Aujourd'hui, c'est à une menace insidieuse que Tokyo doit faire face. Un ennemi invisible, mais pourtant bien présent. La cité souffre d'un phénomène appelé îlot de chaleur. Et ce sont les gratte-ciel qui en sont responsables. La chaleur dégagée par les voitures et les usines est emprisonnée par les tours, causant ainsi un effet de serre local. Il y a une augmentation du nombre de jours de canicule. Pareil pour les nuits tropicales. C'est lorsque la température ne descend pas en dessous des 25 degrés. Nous observons leur augmentation sur le long terme. À Tokyo, en 100 ans, la température a augmenté de 4 degrés, plus que dans n'importe quelle autre capitale. Cette modélisation représente la répartition de la chaleur. Ce qui est en vert, ce sont les températures basses. En rouge, les zones où la température est plus élevée. La diminution des espaces verts et la multiplication des buildings sont montrés du doigt. Pour lutter contre cette menace, la ville de Tokyo n'a plus le choix. Demain, la capitale doit prendre le virage écologique et miser sur les espaces verts. Des espaces verts qui retiennent l'eau, qui en s'évaporant va diminuer la température ambiante. Avec plus d'air et plus d'espaces verts dans les zones résidentielles surpeuplées, Tokyo entend mieux se protéger de la chaleur. Une évolution naturelle de la ville qui peut aussi la protéger d'un danger dont elle pensait s'être prémunie, les inondations. Car, autre conséquence du réchauffement climatique, l'augmentation considérable des précipitations.
En fait, nous imaginons le pire scénario. Nous prévoyons que pour la fin du siècle, il risque d'y avoir le double de précipitations. Dès lors, la ville ne serait plus protégée, mais à nouveau submergée. Même le gigantesque dispositif anti-inondation de Saitama ne suffirait plus à absorber les crues. Au sein du complexe, les ingénieurs sont inquiets. Lorsque l'on regarde les données des 30 dernières années, sur les précipitations de plus de 500 mm par heure, on a pu se rendre compte que d'après les statistiques, elles sont en constante augmentation. Et là encore, la végétalisation de la ville semble être la solution. S'il y a plus de verdure, on peut éviter les pluies guérilla. Elles sont provoquées lorsque la température est localement élevée. En plus, l'eau sera absorbée plus efficacement. Et puis, ça améliore l'environnement. Il y a besoin de verdure, c'est certain. D'autant qu'en ville, les parcs municipaux sont les meilleurs refuges pour se protéger en cas de tremblement de terre. La métamorphose que la capitale japonaise a subie en une centaine d'années est tout simplement incroyable. Après chaque catastrophe, Tokyo a su renaître de ses cendres. À l'image de ses gratte-ciel, Tokyo plie mais ne rompt pas. À l'avenir, comme le roseau, les habitants de la capitale japonaise continueront à faire preuve d'humilité et d'ingéniosité. C'est à ce prix que Tokyo sera sauvé.